Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter un thème littéraire, un mouvement littéraire très important du 19e siècle, le réalisme. Alors le réalisme est un mouvement littéraire de la seconde moitié du 19e siècle qui vise en priorité à représenter le réel de la façon le plus fidèle possible, la plus fidèle possible. Le terme réalisme est d'abord utilisé en 1850 pour caractériser la peinture de Gustave Courbet, dont je vous présente un tableau juste à côté. Puis, ça deviendra le nom d'un mouvement littéraire qui se développera surtout entre 1850 et 1870. Le réalisme s'est construit en fait en opposition aux idéaux romantiques qui étaient donc le mouvement littéraire du début du XIXe siècle. La littérature réaliste se veut objective, documentée, et surtout elle s'intéresse aux petites gens, aux milieux défavorisés, qui n'étaient pas jusque-là considérés comme artistiques. D'ailleurs, dès 1835, Balzac, dans Le Père Goriot, décrit un intérieur où tout est sale, nauséabond, délabré, écœurant. La création picturale et littéraire se tourne aussi vers ceux qui vivent dans des cadres médiocres, les ouvriers, les artisans, les prostituées, les marginaux, qui sont représentés dans les aspects souvent les plus sordides de leur existence. Gustave Flaubert, par exemple, évoque une scène de pillage de 1848 et il souligne le déchaînement bestial d'une foule en colère. Donc la volonté des écrivains réalistes, c'est d'imiter le réel et d'en rendre compte tel que l'implique non seulement l'observation, mais également une véritable documentation. Donc ils vont voir sur place, comme le font par exemple des auteurs comme Goncourt ou Zola, ils accumulent des notes, ils s'informent auprès de spécialistes. Maupassant et Flaubert vont même fréquenter les milieux médicaux. Donc ce souci constant du réel explique aussi que l'étude psychologique des individus perd de son importance au profit de l'analyse du milieu et de la mise en relief des types sociaux. C'est en cela que le réalisme va ouvrir la voie au naturalisme qui le prolonge sous une forme qui se veut encore plus scientifique. Voyons maintenant le contexte historique. C'est tout d'abord l'échec des idéaux de la Révolution de 1848. Celle-ci promettait de réaliser les idéaux des romantiques. D'ailleurs, Lamartine devient le chef du gouvernement provisoire et le programme politique laisse beaucoup d'espoir, notamment le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage, le droit au travail, l'école gratuite, la liberté de la presse. Mais cette révolution de 1848 sera un échec. Louis-Napoléon Bonaparte sera finalement élu président en 1848, puis fera un coup d'État en 1851. C'est donc l'échec de l'idéalisme romantique et Napoléon III instaure à partir de cette date un gouvernement autoritaire et les valeurs de la bourgeoisie et de l'argent triomphent. Alors cette bourgeoisie, on va la retrouver dans la révolution industrielle, puisque le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle. Les progrès techniques sont considérables et mènent à un développement industriel sans précédent, avec les machines à vapeur, l'industrie textile, de l'acier, la construction de chemins de fer. Donc le capitalisme va prendre de l'ampleur avec la bourse, et on assiste à la montée en puissance d'une bourgeoisie d'argent. Mais malheureusement, le progrès technique ne va pas forcément de pair avec un progrès social et la prolétarisation accentue les inégalités sociales. Voyons maintenant les principes du réalisme. C'est tout d'abord faire vrai. Les auteurs réalistes veulent faire vrai en représentant le réel le plus fidèlement possible dans son foisonnement et dans sa richesse. Une excellente définition du réalisme est proposée par Duranty dans son ouvrage Le réalisme en 1856.
le réalisme conclut à la reproduction exacte, complète, sincère du milieu social de l'époque où on vit. Il faut qu'il ne déforme rien. Donc les auteurs romantiques rêvaient d'un ailleurs et se réfugiaient dans les sentiments. L'auteur réaliste, quant à lui, veut être un miroir du monde. Son but est d'imiter, de reproduire la réalité le plus fidèlement possible. Et donc de manière la plus objective possible. Donc le romancier réaliste doit mettre de côté sa subjectivité. Son but est d'exposer les faits sans juger ni condamner. L'écrivain réaliste adopte donc une écriture objective. Il prend la posture du scientifique qui observe le monde et en rend compte objectivement. Champfleury, en 1856, écrit par exemple dans Le Figaro « Le romancier ne juge pas, ne condamne pas, n'absout rien, il expose les faits. » Troisième principe du réalisme, montrer tous les sujets et toutes les catégories sociales. Parce que pour un réaliste, tous les sujets sont dignes d'être traités. Le réalisme ne considère pas qu'il existe des sujets nobles, littéraires, comme les sentiments ou la nature, et d'autres qui seraient exclus du champ de la littérature, comme la pauvreté, les objets du quotidien, l'argent. Donc les réalistes s'intéressent à tous les milieux et à tous les sujets. Donc pour eux, la littérature doit tout montrer. Voyons maintenant les caractéristiques de l'écriture réaliste. Ce sont tout d'abord des descriptions détaillées. Dans un texte réaliste, vous remarquerez la présence de nombreuses descriptions extrêmement détaillées. Ce sont elles, en effet, qui vont permettre de donner une représentation objective et fidèle du réel. Je vais vous citer par exemple un passage, un extrait du roman Le Père Goriot de Balzac, où il ouvre sur une description exceptionnellement longue de la pension Vauquer. La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Donc vous voyez extrêmement de détails dans les descriptions. C'est également un vocabulaire riche et spécialisé. Regardez par exemple la précision du vocabulaire dans cet extrait qui est issu de Madame Bovary de Flaubert. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression, comme le visage d'un imbécile. Donc vous voyez les termes extrêmement techniques de chapeau différents. Et enfin, troisième caractéristique de l'écriture réaliste, c'est un cadre spatio-temporel ancré dans la réalité. Donc les auteurs réalistes ancrent leurs romans dans un cadre historique et géographique bien précis. Le cadre spatio-temporel reconnaissable inscrit l'histoire dans la réalité, comme par exemple dans La Curée, dans le chapitre 2. Aristide Rougon s'abattit sur Paris, au lendemain du 2 décembre, avec ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. Il arrivait de Plassans, une sous-préfecture du Midi, où son père venait enfin de pêcher dans l'eau trouble des événements, une recette particulière longtemps convoitée. Et donc le romancier réaliste fait entrer dans le roman toutes les catégories sociales. Pour refléter au mieux la diversité sociale, il mêle des registres et niveaux de langue pour nous faire entendre les parlers populaires, les patois, ou même l'argot, comme chez Maupassant dans la nouvelle Auchan, ou dans le roman Bel Ami, qui évoque le patois normand.
Alors, voyons maintenant les 4 auteurs principaux du réalisme. Honoré de Balzac, tout d'abord. C'est l'auteur précurseur du réalisme. Il se propose, comme il le dit lui-même, de faire concurrence à l'état civil et de représenter la société de la première moitié du XIXe siècle dans la comédie humaine, son œuvre de très nombreux romans. On retiendra également Le Père Goriot, écrit en 1842, ou Les Illusions perdues, écrit entre 1837 et 1843, qui retrace le parcours de Lucien, un jeune provincial, qui monte à la capitale et qui va progressivement se corrompre au contact de la société parisienne. Nous avons également Stendhal, dont le roman principal, Le Rouge et le Noir, présente également une esthétique réaliste, comme en témoigne d'ailleurs le sous-titre qu'il a choisi, Chronique de 1830, qui ancre d'emblée le roman dans la réalité d'une époque. Flaubert. Il est généralement perçu comme un romancier réaliste, notamment par son souci du détail, du vrai, sa peinture méticuleuse de la bourgeoisie d'argent, l'ancrage spatio-temporel, qui rattache donc toutes ses œuvres, comme Madame Bovary ou l'Éducation sentimentale, au réalisme. Il ne faut toutefois pas coller à cet auteur une étiquette trop vite. Flaubert est aussi influencé par le romantisme que l'on retrouve dans les rêveries et les aspirations de ses personnages. Enfin, Guy de Maupassant. Il s'impose comme un maître du réalisme avec des romans comme Pierre et Jean ou Bel-Ami, ou encore dans la nouvelle Boule de Suif. Vous retrouverez prochainement des vidéos sur Bel-Ami sur cette chaîne. Voyons quelques citations célèbres en relation avec le réalisme. Tout d'abord, je vous l'ai cité tout à l'heure, Duranty, dans son œuvre Le réalisme, dit « Le réalisme conclut à la reproduction exacte, complète, sincère du milieu social de l'époque où l'on vit. Cette reproduction doit donc être aussi simple que possible pour être compréhensible à tout le monde. Soit que l'écrivain aille de lui-même chercher les sujets d'observation, ou qu'il vienne souffrir naturellement à lui, qu'il entreprenne de peindre la société entière, ou qu'il se borne à son petit coin personnel, il faut qu'il ne déforme rien. Cette question devient tout le réalisme pratique. » Et enfin, la préface de l'Assommoir par Émile Zola. Est-il bien nécessaire d'expliquer ici, en quelques lignes, mes intentions d'écrivain? J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. C'est de la morale en action, simplement. Je ne me défends pas d'ailleurs, mon œuvre me défendra. C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Et il ne faut point conclure que le peuple tout entier mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants, et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. Enfin, je vous l'ai dit en introduction, le réalisme ce n'est pas seulement la littérature, c'est également un mouvement artistique. Et Gustave Courbet est la personnalité majeure du réalisme. Il adopte ce terme en 1855 pour désigner un style de peinture qui est né en France après la Révolution de 1848. Ce mouvement va s'étendre en Europe jusqu'à la Russie et déboucher sur une mode de la scène anecdotique et pittoresque jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc cette peinture sera toutefois mal reçue. Les milieux de l'art officiels, notamment pendant le Second Empire, récusent ce défi lancé à la peinture d'histoire et jugent vulgaire toutes ses créations. Je vous ai montré ici 2 œuvres, une de Gustave Courbet, où il décrit le réalisme parfois de manière très brutale. Il est l'auteur du fameux tableau L'origine du monde, qui fit scandale et qui fait encore scandale, puisque dernièrement, certaines personnes qui avaient mis ce tableau sur leur page, sur leur site Facebook, leur page Facebook, etc., ou sur les réseaux sociaux, ont été bloquées par ces réseaux sociaux pour voyeurisme ou pour
ils étaient accusés en fait de montrer du sexe. Jean-François Millet, donc ne pas confondre avec Millet, hein, Millet, il peint la vie rude des champs. Et je vous ai montré un exemple ici. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur le réalisme. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre ce mouvement, de découvrir certains auteurs et bien entendu de les lire pour en découvrir toute la quintessence. Bonne journée, au revoir.